d'abord un tout petit peu vous expliquer ce que je mets dans ce titre, et puis dire pourquoi le concept de développement durable, malgré des heures difficiles, a une puissance certaine. Attirer l'attention sur le risque de son faux ami, le catastrophisme, et puis reprendre pied avec l'amour du monde et de la pluralité grâce à 3 clés que j'ai trouvées dans l'œuvre de Arendt. Le regard séculaire sur la science et les développements technologiques qu'elle porte, son allergie à la philosophie politique, 2e clé, l'éloge du commencement et de la liberté, elle dit même miracle parfois, la 3e clé. Et puis, dans un 5e moment, repenser avec ces clés et ce contexte, certaines articulations, comme celle entre la science et la politique, pour adresser ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire que le développement durable serait une question, un problème de connaissance. Entre les silos ou la fragmentation, on entend aussi que le développement durable est un problème de fragmentation de la connaissance. Repenser les articulations entre le soi et l'autre, le mécanisme identitaire et le rapport à l'autre, entre le court terme et le long terme, pour terminer en proposant une réhabilitation de la question du sens et celle du jugement. Donc, comme introduction, penser le développement durable avec Hannah Arendt. Je dois d'abord dire que je m'exprime à titre personnel, bien sûr, même si ce que je dis est fort imprégné et imbibé de l'expérience professionnelle qui est la mienne. Donc ça n'est pas contre la commission ou en dehors d'elle, c'est à partir de l'expérience que j'ai au sein de la commission. Et je dirais sans doute que la soif que j'ai eue de m'imprégner de la pensée d'Arendt est à la mesure de la pression qu'exerce une organisation comme la nôtre sur justement la normalisation et que en t'écoutant, je me disais sûrement que cette attirance pour la pensée d'Arendt est mon moyen de résistance, sûrement, par rapport à la force de formatage. Et que cette pensée, je trouve, est très fertile pour permettre cette résistance-là, justement. Donc, penser le développement durable avec Hannah Arendt, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent son œuvre, vous verrez que, évidemment, elle est déjà présente avec le verbe penser dans ce titre. Que penser est une des 3 activités de l'esprit qu'elle identifie, puisqu'il y a penser, vouloir et juger. Elle travaille beaucoup en tripartition. Donc la pensée ne peut se faire qu'à titre personnel, et communiquer ce que l'on pense se fait nécessairement sur le mode du rendre de raison ou de la persuasion, pas sur le mode du démontrer. Il s'agit de dire, je la cite, comment on est parvenu à une opinion et comment on l'a forgée, ou encore courtiser le consentement de l'autre. Je me place délibérément dans cette perspective de courtiser votre consentement. Non pas que le but soit de vous courtiser et de dire l'inverse de ce que je pense, à cette fin, reproche que Platon fait aux sophistes, mais parce que la meilleure issue pour moi serait précisément que votre entendement rencontre le mien, sachant qu'il n'y a rien de nécessaire dans cette rencontre, qu'elle peut très bien ne pas se produire, même si je vais faire de mon mieux pour être convaincante, bien sûr. C'est donc une démarche de liberté. Et nous rencontrons ici pour la première fois la distinction entre nécessité et liberté, qui est un fil rouge de l'œuvre de Arendt. Penser est différent de connaître. On aura aussi l'occasion d'y revenir. Et donc penser, c'est différent qu'énoncer des vérités ou prétendre le faire. Elle dit encore, compter voir la vérité sortir de la pensée revient à confondre la pensée avec l'appétit de savoir. Ne cherchez donc rien qui ressemble à la vérité dans ce qui va suivre, ni d'ailleurs, à son contraire, ce qui reviendrait au même. Sur cette distinction entre penser et connaître, quelques pensées encore. Elle dit « La pensée en elle-même n'apporte pas grand-chose à la société, bien moins que la soif de connaissance, qui l'utilise comme un instrument pour d'autres fins. Elle, la pensée, ne crée pas de valeur, elle ne trouvera pas une fois pour toutes ce qu'est le bien, elle ne confirme pas, mais dissout plutôt les règles de conduite acceptées. Sa signification morale et politique n'apparaît que dans les rares moments de l'histoire où tout part en miettes. Quand les meilleurs n'ont plus de conviction, tandis que les médiocres sont pleins d'une intensité passionnée, à ces moments cruciaux, dit-elle, la pensée cesse d'être une affaire marginale aux questions politiques. À chacun d'évaluer si nous y sommes ou pas. Toujours à refaire, jamais une soif, jamais étanchée une fois pour toutes, la pensée.
Fragile donc. Et la quête de sens qui implacablement dissout et fond à chaque fois les doctrines et les règles acceptées peut à tout moment se retourner contre elle-même, nous le savons. L'activité de pensée, c'est un peu comme Pénélope. Il n'y a pas de pensée dangereuse, c'est la pensée elle-même qui est dangereuse. Et ce, indifféremment pour toutes les croyances et tout en n'en créant pas de nouvelles de croyances. À lire tout cela, on pourrait être tenté de bannir la pensée, en tout cas dans le champ public et dans le champ de l'action politique. Mais elle poursuit. La non-pensée, qui semble une attitude tellement recommandable, du coup, en politique et en morale, recèle aussi quelques dangers, malheureusement. Et c'est ainsi que pour Arendt, la pensée, pour dangereuse qu'elle soit, est essentielle à certains moments cruciaux de l'histoire. En politique, parce que la manifestation du vent de la pensée, je la cite, n'est pas la connaissance. C'est l'aptitude à discerner le bien du mal, le beau du laid. C'est là qu'on voit le lien qu'elle fait entre penser et juger. Et ceci peut bien prévenir des catastrophes, tout au moins pour moi-même, dans les rares moments où les cartes sont sur la table. Toujours cette insistance sur des moments clés. Cela rejoint bien sûr le diagnostic qu'elle fait du procès d'Eichmann, ce qu'elle perçoit, c'est-à-dire que le seul problème qu'elle a vu dans Eichmann, c'est l'absence de pensée et une volonté aveugle de suivre les règles, suite à l'absence de pensée et donc l'absence de résistance. Volonté aveugle, main invisible, on voit là, avec le main invisible est un terme qu'on utilise souvent, le rapport à la vision, aveugle, invisible, et elle fait aussi ce lien entre penser et voir, comme entre juger et goûter, pour relier les fonctions de l'esprit au sens que nous avons. En conclusion de cette introduction autour du verbe penser, je voudrais, en rigolant, en fait, comparer le fait de penser et de marcher sur des œufs. Parce que c'est exactement ça que je vais faire avec vous, marcher sur des œufs. Et je me disais, c'est une drôle d'expression. Parce que marcher sur l'eau, on sait que ça tient du miracle. Quand on dit marcher sur des œufs, on fait semblant qu'en marchant dessus, on ne les écrase pas. Alors qu'on sait bien qu'on les écrase, évidemment. Donc, cette convention, cet accord qu'il y a entre nous quand on dit marcher sur des œufs, c'est-à-dire qu'on va faire doucement et pas les écraser, cela tient à une certaine performance, celle de se tenir dans un improbable entre-deux, celle de savoir qu'on prend le risque d'être mal compris, afin de prendre le risque, de travailler à la recherche du sens plutôt qu'à celle de la vérité. Nul doute qu'après mon passage, ces œufs seront écrasés, et c'est en ça évidemment que l'expression est cocasse. C'est donc dans cet espace logique-là, qui est loin de la logique aristotélicienne et du principe de non-contradiction, que je vais me mouvoir dans l'exposé qui vient. On est loin du développement durable, peut-être, vous dites-vous, mais pas tant que cela. Allons-y. La puissance donc du concept de développement durable, deuxième moment. Le développement durable vit des heures difficiles. La crise financière, bien sûr, l'a reléguée au second plan. Avant cela même, certains lui reprochaient son côté oxymoresque, ou d'autres le fait que de toute façon, vu la globalisation et l'absence de gouvernance mondiale, même si on faisait un effort, on n'y arriverait pas puisque d'autres n'en feraient pas autant. Bref, il est indéniable qu'il y a une façon de voir le développement durable qui sonne comme un espoir triste, un espoir déjà nécessairement déçu. Arendt permet à la fois de comprendre pourquoi ce concept est au centre de la rhétorique politique aujourd'hui, je pense, tout en nous donnant les outils pour prendre un recul salutaire par rapport à cette tristesse qui la colore. Je défends que le concept de développement durable peut être le successeur de la notion de progrès. Arendt pointe du doigt que le progrès est mort depuis la Shoah et l'explosion de la bombe atomique. On peut penser, enfin je prétends que le développement durable a pris cette place que le progrès n'occupe plus. Une place centrale dans le champ politique, mais ambiguë dès qu'il s'agit d'en définir le contenu. C'était la même chose à propos de la notion de progrès. Et c'est d'ailleurs grâce à cette ambiguïté que le développement durable a cette puissance politique. Comment et pourquoi ? C'est en se penchant sur sa tripartition des trois activités, pas de l'esprit mais de la vie humaine,
je suis dans la condition de l'homme moderne, elle distingue 3 activités. Le travail, l'œuvre et l'action. C'est avant le moment où elle écrit La vie de l'esprit autour de penser, vouloir et puis juger qu'elle n'a pas écrit. Donc dans cette tripartition qui décrit les activités dans la vie active, elle distingue le travail, l'œuvre et l'action. Le travail est la nature du travail, pour le dire d'un mot, est ce qui est nécessaire à l'entretien de la vie même. Elle dit la condition humaine du travail est la vie même. Et elle relie cela en fait à une forme de voracité, à une nécessité. Elle parle de l'animal laborans. Quand on est dans le travail, on n'est pas tout à fait humain. C'est pour l'expression animal laborans le dit bien. Elle dit au sein du processus vital, dont l'activité de travail fait intégralement partie et qu'elle ne transcende jamais, le lien entre vie et travail, il est vain de soulever des questions qui supposent la catégorie de la fin et des moyens, choses qui dépendent de l'œuvre, comme on va le voir tout de suite. Tout ça pour dire qu'elle ne voit dans le travail donc vraiment que cette dimension immédiate, la bouche du nouveau-né qui hurle, je dirais. Y répondre à ses besoins ne relève pas de la liberté, mais c'est une assignation au fait d'être vivant, une compulsion. Donc dans le travail, il n'y a aucune liberté, on est dans la nécessité pure, liée au fait d'être vivant. L'œuvre, c'est la deuxième activité. Avec l'œuvre, elle désigne les objets fabriqués de main d'homme. Là, on devient humain, c'est homo faber, l'homme qui fabrique. Ces objets nous survivent, ils peuvent être détruits. Et on est avec ces objets dans le registre moyen-fin, justement. Celui qui veut faire une table sait qu'il va falloir utiliser un arbre, et puis le débiter et fabriquer la table. Le registre moyen-fin est dans le domaine de l'œuvre. La condition humaine de l'œuvre est l'appartenance au monde. C'est un monde qui nous survit. Donc la fabrication d'objets pour habiter ce monde et le fabriquer à notre image, ou en tout cas pour qu'il soit adapté à nous, hommes et femmes vivants, le monde est peuplé de ces objets qui sont le fruit de nos œuvres. Et la troisième activité, c'est l'action. L'action est l'activité éminemment politique pour elle. C'est la puissance de l'action collective, l'expérience de la pluralité. Dans l'action, il n'y a pas d'intermédiation instrumentale. C'est vraiment la pluralité, la confiance dans les commencements, l'expérience de la liberté ensemble. Elle attire l'attention sur un phénomène intéressant à propos de l'action, c'est son irréversibilité, à l'inverse des objets que l'on peut détruire, où elle dit qu'il y a l'incapacité d'effacer les conséquences, je cite, un extrait de la condition de l'homme moderne, alors que les hommes ont toujours été capables de détruire n'importe quel produit de la main humaine, et qu'ils sont même capables aujourd'hui de détruire ce que l'homme n'a pas fait, la terre et la nature terrestre. Bon, là, on touche aussi au développement durable, mais elle l'écrit 157. Évidemment, il y avait eu la bombe. Ils n'ont jamais pu, et ils ne pourront jamais, les hommes, anéantir ni même contrôler sûrement le moindre des processus que l'action aura déclenchés. Donc cette irréversibilité et cette incapacité d'effacer les conséquences de l'action, qui sont inhérentes à l'action. Ce n'est pas un problème pour elle, ça. C'est une façon de caractériser l'action. Donc l'idéal arendtien de la politique est autour de l'action. Pour elle, le travail, tout ce qui relève du travail doit rester en dehors de la sphère publique, ainsi que l'œuvre. Et le sens de la politique est la liberté. L'espace public, cet espace qui est entre nous. Cet espace où la liberté comme virtuosité puisse apparaître. Elle se distingue vraiment de tous les autres philosophes politiques en ce que pour elle, ce qui fonde la politique, c'est la pluralité, un peu comme les sophistes qui disaient qu'on est dans la cité. La nature est une échappée de la cité et ce n'est pas les hommes qui sortent de la jungle et puis qui finissent par se rassembler ensemble à partir d'un état de nature qui serait antérieur. On part de la pluralité. Donc, cet espace qui est entre nous est ce qui caractérise la politique, et il ne faut pas penser la politique à partir d'une image idéale de l'homme au singulier, et puis que la multiplication d'hommes qui seraient tous parfaits ferait une société parfaite. Elle dit toujours que Dieu n'a pas créé l'homme, il a créé l'homme et la femme, enfin il a créé la multitude, et pas l'homme avec un grand H qui devrait se multiplier. Donc voilà son idéal de la politique, évidemment profondément ancré dans l'image qu'on a de la cité grecque,
où les hommes faisaient l'expérience de cette liberté une fois que toutes les questions liées à la nécessité étaient prises en charge par les femmes et les esclaves dans l'espace privé. Elle dénonce l'invasion du travail et l'invasion de l'œuvre. Parce que pour elle, cette invasion du travail brise cette espèce de pare-feu qu'il y avait où le monde de la nécessité était de l'ordre du privé, tandis que l'expérience de la liberté était de l'ordre de l'espace public. La question qui se pose à nous, c'est de se demander s'il faut, pour être arendtien aujourd'hui, revenir à cet idéal. Je ne le pense pas, mais alors que faire de cet idéal-là? Parce que ça voudrait dire démanteler, par exemple, l'État-providence, considérer que les questions d'éducation, de solidarité doivent retourner dans la sphère privée. Ce n'est pas ma perspective. Mais on ne peut quand même que constater qu'elle a bien raison de dénoncer l'invasion du travail et de l'œuvre. Parce que ces deux invasions, depuis qu'elle est morte, n'ont fait qu'augmenter. L'invasion du travail, d'abord. Comme je l'ai dit, pas nécessairement le problème de la sécurité sociale et de l'État-providence, parce que cette organisation structurée de la solidarité peut être un choix qu'on fait comme collectivité. Mais par contre, l'idée de la voracité, cette impression qui est parfois mise en avant par ceux qui prônent la décroissance ou qui contestent le côté développement durable, c'est ce côté de la consommation illimitée qui est devenue qui est une espèce d'énorme bouche dont on sent qu'elle n'a pas de limite. Donc l'éloge de la consommation illimitée est une forme de cancer de l'espace public et défigure le concept de nécessité. Parce que la voracité n'est plus liée à la vie même des gens que nous sommes, mais à la voracité d'institutions et de structures. Donc oui, l'invasion du travail, sûrement, dans l'espace public, et là-dessus, elle a raison. L'invasion de l'œuvre, la prolifération d'objets faits de main d'homme est évidente, elle aussi. Et en plus de ça, la domestication des forces de la nature. Non seulement on a les objets, mais on a maintenant les machines, et puis on a aussi les robots qui instrumentalisent l'homme. Et le renversement est aussi la pénétration dans l'espace public du raisonnement moyen en vue d'une fin. La prolifération des programmes politiques et le fait que pour être élu, il faut annoncer ce qu'on va faire, ça participe de ce raisonnement moyen en vue d'une fin. Et pour elle, on n'est pas tout à fait dans le politique tant qu'on est dans la stratégie. Donc, effectivement, l'espace public est envahi de nécessités, prend en charge les questions vitales et argumente sur le plan de la rigueur, la compétitivité, la survie. Il y a bien peu l'expression du choix de la liberté. Est-ce qu'il faut parler d'invasion ou est-ce qu'il faut chercher les conditions de la coexistence? Et c'est ici que je pense que l'idéal arendtien ne doit pas être suivi à la lettre dans sa pureté, c'est-à-dire vouloir chasser de la politique ce qui relève du travail et de l'œuvre, mais il est éminemment salutaire aujourd'hui, cet idéal, parce qu'il nous rappelle qu'on ne peut pas faire sans laisser une place à l'action. Donc en fait, il faut bloquer le côté invasif du travail et de l'œuvre, sans nécessairement les rejeter. Donc les logiques de nécessité, qu'elles soient la voracité ou l'argument, le registre moyen-fin, ne peuvent pas rendre compte à elles seules de la chose publique, ou si elles le font, nous ne sommes plus tout à fait dans les circonstances où nous pouvons faire l'expérience de la pluralité et de la liberté. Et donc l'espace public au sens arendtien est cet improbable entre-deux qu'il nous faut tenter de maintenir entre le monde de la nécessité d'une part et celui de la violence d'autre part. Et pour moi, en succédant à progrès, développement durable rend compte des conditions contemporaines dans lesquelles nous devons penser l'espace public et la politique en s'inspirant de cet idéal de façon pragmatiste ou pragmatique et non intégriste. Parce que le progrès, finalement, c'était quoi? La transgression des limites en valeur absolue, une interprétation dégénérée des Lumières, une forme de liberté compulsive. Ça, c'est oxymoresque. Tandis que le développement durable nous invite à un retour de la mesure, de la phronésis, de l'équilibre, de la bonne tenue, pour reprendre un concept sophistique. Il pointe le besoin de réapprendre collectivement un rapport à la limite, apprendre collectivement à vouloir ne pas détruire, à vouloir ne pas nuire, une forme de liberté réelle, plus qu'une liberté compulsive.
Voilà donc les raisons pour lesquelles je pense que le développement durable est incontournable dans le débat public aujourd'hui et qu'il est doté d'une certaine efficacité. Son faux ami, tu disais que je me mettais parfois en porte-à-faux. Je sais que les amis du développement durable souvent aiment bien le catastrophisme et je dois dire que je n'aime pas le catastrophisme et que donc je l'appelle le faux ami du développement durable. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en fusionnant les registres scientifiques et éthiques, il ferme l'avenir encore plus sûrement que la menace qu'il dénonce. Il écrase l'espace public au sens arendtien et fait prospérer les conditions du totalitarisme, même si c'est au nom de bons principes. Le problème que j'ai avec le catastrophisme, c'est que je ne parviens pas à le voir autrement que comme une actualisation de l'illusion d'omniscience et d'omnipotence. Arendt dit aussi que le totalitarisme commence quand on croit que tout est possible. Les stratégies catastrophistes indexent la non-toute-puissance à l'ignorance. Si on ne peut pas, c'est qu'on ne sait pas. Il se met en position de prophète, prétend au contrôle, et se base, je trouve, sur une vision naïvement causale et linéaire qui voudrait que la connaissance donne nécessairement le pouvoir d'agir. Il inhibe plus qu'il ne capacite et corrélativement, charrie une forme de haine de soi où l'action humaine n'est jamais très loin, où la haine de soi, oui, où on est plutôt aux antipodes de l'amour du monde, excusez-moi. Je vais prendre pour quelques exemples de phrases issues de l'introduction de la Revanche de Gaïa de James Lovelock, mais c'est une tonalité qu'on retrouve dans tous les articles de presse. On en a eu beaucoup avant Copenhague, justement, pour le « c'est maintenant ou jamais », enfin, vous voyez, toutes ces choses où on alerte l'opinion publique pour la mobiliser. Et donc, par exemple, les phrases de l'introduction de la Revanche de Gaïa, je lis « À certains égards, l'espèce humaine est une sorte de maladie planétaire ». Ou encore « S'attendre à ce que le développement durable ou la poursuite des activités économiques soient des politiques viables revient à espérer soigner un cancer du poumon en cessant de fumer. C'est ignorer la maladie dont souffre la Terre, la fièvre provoquée par la surpopulation. » On voit là à la fois que l'activité humaine est perçue comme une maladie, surpopulation, ou parfois c'est le mode de développement, et que celui qui pose ce diagnostic se met en posture du médecin qui peut donner un traitement de choc. Le cancer, c'est la chimio, la radio, c'est pas juste arrêter de fumer, parce que ça, c'est des remèdes de bonne femme, entre guillemets. C'est un peu... Bon, c'est une approche traitement de choc. Autre angle d'attaque des arguments catastrophistes, c'est l'argument justement d'écouter les scientifiques. La science est censée être objective, écrit-il. Alors pourquoi ne nous a-t-elle pas avertis plutôt de ces dangers? J'attire l'attention sur le côté bizarre de cette phrase. Pourquoi, si elle est objective, elle aurait pu nous avertir? C'est assez étrange comme lien, parce qu'elle est objective, mais elle n'est quand même pas un sujet qui peut aller frapper sur l'épaule de quelqu'un, c'est bizarre. Autre phrase, « Je ne pense pas que le lecteur lambda soit capable d'assimiler la plupart des articles publiés chaque semaine dans la revue Science et dans la revue Nature. » Alors ça, c'est un argument qu'on trouve souvent. Les gens ne savent pas. Mais qui sait tout? Et est-ce que les gens qui savent ont tout lu? De toute façon, pas. Donc cette façon de se mettre en face des autres comme les sachants versus les ignorants, pas évident non plus. Et puis la guerre n'est jamais loin non plus. Je suis suffisamment âgé pour observer, à 60 ans d'intervalle, dit-il, une similitude de réaction face à ces deux menaces, la guerre et le changement climatique. Les accords de Kyoto rappellent étrangement ceux de Munich. Les gouvernements veulent montrer qu'ils agissent, mais en réalité, ils cherchent à gagner du temps. Les gouvernements, c'est les autres. Et croire qu'on ne change pas parce qu'on n'a pas compris... Enfin, je vais revenir plus tard sur le rapport entre science et politique, mais je trouve que cette façon d'être sûr, d'avoir raison, mais juste d'être empêché, mais d'être empêché par quoi, justement? C'est bien ça le problème. Bon. Et puis, tant qu'un danger réel et immédiat n'est pas perçu, la tribu n'agit pas à l'unisson. Alors là, on voit clairement que l'objectif, c'est qu'on agisse tous à l'unisson, et on est évidemment à l'exact opposé de l'espace public dans sa vision arendtienne. Je voudrais citer quelques passages des mémoires de Hans Jonas, parce qu'on le connaît évidemment pour le principe responsabilité, mais j'étais intéressée dans ces mémoires de découvrir les passages suivants. « Je me souviens aujourd'hui encore, avec une certaine honte, dit-il, combien je regrettais qu'il ne me soit pas donné de vivre, il parle des années
au début de sa vie, donc début du siècle, XXe siècle. Combien je regrettais qu'il ne me soit pas donné de vivre une grande époque dans laquelle on put faire preuve d'héroïsme, avec des victoires, éventuellement aussi des défaites, mais où il se passa en tout cas des choses importantes, auxquelles j'aurais pu participer, où j'aurais même pu jouer un rôle. Et si rôle il y avait, ce serait bien sûr celui d'un héros ou éventuellement celui de la victime. Il n'était pas du tout question que je m'en tire sans difficulté. Mais il fallait qu'il se passe quelque chose. Et puis un peu plus tard, apparemment, je suis quelque part un être tyrannique, écrit-il. Et encore un peu plus tard, la déclaration de guerre de l'Angleterre à l'Allemagne en septembre 1939 fut pour moi un grand soulagement. Je dis ça parce que parfois, dans l'impatience et dans la volonté d'alerter le monde entier, il y a cette nature-là qui s'exprime et qui n'a rien d'objectif, qui est à la fois éminemment respectable, mais qui n'a pas le droit de s'imposer aux autres avec l'autorité de la connaissance scientifique. Donc, l'argument, le temps est mobilisé d'une façon assez bizarre. Parfois, il est juste encore temps, parfois, il est carrément trop tard. Et aussi, surtout, la différence entre l'individuel et le collectif. Je trouve qu'il est tout à fait normal comme parent et à titre individuel d'inciter ses enfants et les autres à la prudence. Donc de leur dire que s'ils traversent la rue sans regarder, ils vont se faire écraser. Ça aide et il faut le faire. Mais croire qu'on peut étendre ces comportements individuels à un comportement collectif et que en se représentant quelque chose qu'on ne veut pas, on va l'éviter, comme si on pouvait être dans un film de James Bond et en dernière minute faire un coup de volant pour l'éviter. Je pense que ça, c'est pas possible collectivement. En politique, on va vers la vision conforme. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a rien à éviter au dernier moment, puisqu'il n'y aurait rien à la place. Et que ce qui génère l'action collective, c'est évidemment la vision qu'on a. Donc même si ce qu'on projette comme vision est une vision qu'on ne veut pas, c'est pourtant là qu'on va. Et que pendant qu'on projette une vision qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait? On oublie de projeter la vision qu'on veut. Donc, cette maladaptation d'un comportement qui est très utile au niveau individuel, mais très délétère au niveau collectif. Voilà pourquoi le catastrophisme n'a pas mes faveurs. Reprendre pied avec l'amour du monde. Les 3 clés dans l'œuvre de Arendt. Première clé, le regard séculaire qu'elle porte sur la science et les développements technologiques. Elle n'est pas connue comme une philosophe des sciences, je pense. Et pourtant, son œuvre foisonne de réflexions sur la connaissance scientifique et son rapport avec l'action humaine. En choisissant l'expression séculaire, un regard séculaire sur la science, je veux indiquer qu'elle porte sur la science un regard non enchanté et non illusionné, mais aussi sans mépris, comme d'ailleurs sur la politique. Son regard est distant, bienveillant, intelligent, parfois ironique bien sûr. Et le rapport science et politique doit être articulé, mais elle dit qu'il est important que ce soit 2 activités qui soient distinctes, puisque la science, on est dans le monde de la nécessité, et la liberté dans l'expérience de la liberté. Et la politique dans l'expérience de la liberté. Pourquoi? Je vais vous proposer de regarder le rapport à 3 choses. Le rapport au sens, le rapport à la contrainte et le rapport à la parole. Le rapport au sens, donc les 5 sens, nos 5 sens. Le rapport entre les sens et la vérité scientifique est très intéressant parce que depuis Galilée, la démarche des sciences naturelles se fonde sur la méfiance et la suspicion vis-à-vis de nos sens. Arendt dit « L'époque moderne a commencé quand l'homme, avec l'aide du télescope, tourna ses yeux corporels vers l'univers et apprit que ses sens n'étaient pas ajustés à l'univers. Son expérience quotidienne, loin de pouvoir constituer le modèle de réception de la vérité et l'acquisition du savoir, était une source constante d'erreurs et d'illusions. Après cette désillusion, le soupçon commença à hanter de tous les côtés l'homme moderne. Descartes poursuit évidemment avec son malin génie dans le même sens, et d'ailleurs la polysémie du mot sens en français est une des caractéristiques de la langue française. Mais malgré ce soupçon systématique, donc, que les instruments nous ont renvoyé comme une évidence, d'une façon ou d'une autre, on doit quand même nous en remettre à nos sens. Elle dit dans Pensée, « La vérité se trouve malgré tout dans le témoignage des sens, même si c'est par le détour de signaux produits en laboratoire.
Mais cette suspicion vis-à-vis des sciences, qui est extrêmement fertile dans la démarche scientifique, agit, je pense, comme un poison dans le champ de la politique, parce qu'elle mine notre confiance dans ce que nous percevons sans instrument, et que l'action humaine est précisément ce qui se passe entre nous sans instrument. Donc le rapport au sens fait qu'on a appris à se méfier de nos sens en science, et qu'on voudrait, parfois avec la philosophie politique, voir comment on peut être en politique grâce à des instruments pour décoder nos sens. Et en politique, il n'y a pas d'autre recours que ces sens. D'ailleurs, en science aussi, mais via les instruments. Deuxième champ, pour montrer la différence entre science et politique, le rapport à la contrainte. Je la cite. « Ce que recherche la science et la quête du savoir est une vérité irréfutable, c'est-à-dire des propositions que les humains ne soient pas libres de rejeter, car elles sont contraignantes. La vérité est ce que la nature de ses sens et de son cerveau oblige l'homme à admettre. C'est faire compliment à la vérité de dire qu'elle s'impose aux hommes, ce qui est nécessaire à un statut ontologique supérieur à ce qui est contingent. On est là dans le registre de la nécessité et on voit qu'au lieu de la persuasion, vous vous souvenez au début de la différence entre persuader et démontrer, qu'en science, on utilise évidemment l'argument de la démonstration et on est dans le registre de la nécessité. Et qu'évidemment, que la conséquence de la méfiance vis-à-vis de nos sens conduit à une forme de perte d'orientation. Mais donc ce rapport à la contrainte qu'on trouve dans le jeu scientifique est évidemment extrêmement beaucoup plus délicat dans le champ politique. Si on est avec cette acception arendtienne de la politique que le sens de la politique, c'est la liberté. Troisièmement, le rapport à la parole. Les découvertes en physique quantique amènent une nouvelle difficulté, et je la cite encore. Les vérités de la conception scientifique moderne du monde, bien que démontrables en formules mathématiques et susceptibles de preuves technologiques, ne se prêtent plus à une expression normale dans le langage et la pensée. Et elle cite Arendt Schrödinger. Schrödinger, donc, dont les équations sont à la mécanique quantique ce que les équations de Newton sont à la mécanique classique. Arendt cite Schrödinger qui dit « Lorsque ces vérités, et il met vérité entre guillemets, peuvent s'exprimer en concepts cohérents, on obtient des énoncés moins absurdes peut-être que cercle triangulaire, mais beaucoup plus que lion ailé. » Et Arendt conclut « Il se pourrait, créatures terrestres qui avons commencé à agir en habitants de l'univers, que nous ne soyons plus jamais capables de comprendre, c'est-à-dire de penser et d'exprimer, les choses que nous sommes cependant capables de faire. » Voilà exprimé ici exactement en quoi le débordement de l'œuvre dont je parlais tout à l'heure, avec l'invasion de l'œuvre, pose problème à la politique, parce qu'elle redouble la suspicion vis-à-vis des sens d'un sentiment d'incapacité de comprendre et de prendre la parole sur ce que nous sommes capables de faire. Deuxième clé, la première donc c'était cet regard séculaire sur la science, le deuxième, allergie à la philosophie politique. Dans Seule demeure la langue maternelle, c'est un entretien avec Günter Gauss, il faut la citer un peu longuement. On lui demande régulièrement pourquoi elle refuse d'être qualifiée de philosophe politique. Et elle répond « Lorsque j'aborde ces problèmes, que ce soit à l'université ou ailleurs, je prends toujours soin de mentionner la tension qui existe entre la philosophie et la politique. Une telle tension n'existe pas dans la philosophie de la nature. Le philosophe se tient en face de la nature, au même titre que tous les autres hommes. Et lorsqu'il réfléchit sur elle, il prend la parole au nom de toute l'humanité. Mais il ne se tient de façon neutre, il ne se tient de façon neutre en face de la politique. Il ne se tient pas de façon neutre en face de la politique. Depuis Platon, ce n'est plus possible. Et c'est ainsi que la plupart des philosophes, et j'ajouterais les scientifiques, moi, éprouvent une sorte d'hostilité à l'égard de toute politique. Hostilité qui est extrêmement importante pour tout ce contexte, parce qu'il ne s'agit pas d'une question personnelle, c'est dans l'essence de la chose même, c'est-à-dire dans la question politique, que réside l'hostilité. Et dans un autre texte,
Elle dit en fait que Platon est parti en guerre contre le peuple qui a condamné Socrate à mort et qu'il était en rage contre le fait que justement Socrate n'ait pas persuadé à convaincre ses juges de la justesse de son point de vue et de son attitude et de son raisonnement. Et que donc le fait que la majorité du peuple, que le peuple athénien ait condamné Socrate à mort, a mis Platon en guerre avec la pluralité et avec l'opinion. La solution platonicienne du roi philosophe, dont la sagesse résout les énigmes de l'action comme si elles étaient des problèmes de connaissance. Voilà le malentendu. Résoudre les énigmes de l'action comme si elles étaient des problèmes de la connaissance. Troisième clé, l'éloge du commencement et de la liberté. Dans son journal de pensée, elle écrit « La mort est le prix que nous payons pour la vie, pour le fait d'avoir vécu. Ne pas vouloir payer ce prix est minable. » Autant dire qu'elle minimise le fait de mourir. Pour elle, mourir, c'est simplement sortir du monde. Notre vie tient entre deux dates, celle où nous apparaissons et celle où nous disparaissons, et le monde nous survit, c'est sûr. Avec le catastrophisme, justement, il y a un peu un renversement. C'est comme si nous devenions responsables de la durabilité du monde. Et si elle ne met pas du tout en doute le fait que nous sommes responsables du monde, de ce qu'il est, penser que nous sommes responsables du fait qu'il perdure, ça c'est comme une hypertrophie de la responsabilisation, un peu comme des enfants qui se sentiraient responsables du divorce de leurs parents. Pour elle, c'est la naissance qui est l'événement qui requiert le plus d'attention et d'intérêt et même d'émerveillement, et non la mort. Arendt a conscience qu'elle se met en porte-à-faux avec toute la tradition philosophique. Elle feint de s'en étonner en disant « Tout se passe comme si depuis Platon, les hommes ne pouvaient prendre au sérieux le fait d'être nés, mais uniquement le fait de mourir. » Et les dernières phrases qu'elle écrit évoquent justement cette importance du commencement et l'importance du fait que de nouveaux êtres humains viennent au monde, sans cesse en naissant. Elle n'a pas d'enfant, et cette approche n'est pas une espèce d'ode à la maternité, comment dire, vous voyez, un peu classique, mais c'est une façon de penser. C'est une pensée qui s'ancre dans la vie, la force du commencement et de la naissance. Et dans la crise de l'éducation, elle termine en disant « L'éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité et de plus le sauver de cette ruine qui serait inévitable sans ce renouvellement et sans cette arrivée de jeunes et de nouveaux venus. C'est également avec l'éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avions pas prévu. Quelque chose que nous n'avions pas prévu, voilà, je crois, le vrai cadeau que nous pouvons faire aux générations futures. Assumer ce que nous transmettons, assumer notre responsabilité vis-à-vis de cette transmission et se tenir à l'écart de la rage de notre non-toute-puissance. On est loin du constat sur la surpopulation d'un James Lovelock. Mais il me semble terriblement délétère de briser la chaîne en disant à nos enfants et à nos petits-enfants « On a merdé, dépêchez-vous, faites mieux que nous ». C'est un faux cadeau, je pense, cette espèce de message subliminal de génération en génération. Comme si on comptait sur eux, comme s'ils auraient plus de pouvoir que ceux qu'on a eus. À nouveau, à titre individuel, quand on se sent décliné et qu'on dit à ses enfants « prends la responsabilité de mon affaire, prends le volant, tout ça », oui, bien. Mais là, en panique, partir en disant « excusez-nous, on a merdé, faites mieux que nous », je trouve que c'est une position de jeunisme infantile qui est écervelée et que nous devons assumer l'héritage que nous transmettons. C'est pour moi tout à fait néfaste d'avoir cette illusion de surpuissance et de croire que nous serions la génération charnière. Et je pense vraiment qu'il faut faire la différence entre l'apocalypse et peut-être simplement l'angoisse ressentie au solstice d'été. Parce qu'il se peut bien que nos sociétés aient atteint un niveau de développement matériel qui soit tel qu'on ne voit pas très bien ce qu'on pourrait faire de plus ou de mieux dans les années qui viennent. Et ça, j'appelle l'angoisse ressentie au solstice d'été. Mais pour autant, penser qu'on va à l'apocalypse, c'est peut-être trop. Donc, la confiance dans les commencements, la transcendance de l'origine. La Terre va son chemin, nous sommes mortels, et c'est entre les deux qu'il faut penser et vivre ensemble. Donc maintenant, on repense aux articulations. L'articulation entre science et politique.
on peut, si on regarde la relation entre science et politique depuis la Seconde Guerre mondiale, identifier 3 grands moments, je trouve. Le moment fondateur, celui de la bombe atomique. C'est Hilary Rose, une sociologue anglaise, qui met en évidence que la noblesse de la physique dans le champ politique vient de ce moment fondateur et du fait que les physiciens, si on peut le voir comme ça, fournissent clé en main une solution aux politiques de l'époque. Ensuite, il y a eu la phase de contestation autour du nucléaire et puis les OGM. Et donc la mise en débat des questions issues de cette technologie, avec une configuration antagoniste entre les rationnels et les irrationnels, et la difficulté pour certains de voir que les questions scientifiques devenaient des questions qui devaient être discutées dans le champ politique. Troisième phase, l'amiante, la vache folle, le sang contaminé, le poulet à la dioxine, toutes ces difficultés ou ces scandales qui montrent, là tout le monde était d'accord, qu'il ne faut évidemment pas cacher ce qu'on sait et qu'il faut assurer la sécurité alimentaire de la population. Et à partir de ce troisième moment, amiante, vache folle, sang contaminé, poulet à la dioxine, finalement ça a rassuré un peu ceux qui pensent qu'ils ont comme fonction de défendre la science, puisque les autres l'attaqueraient, la science, en disant, voilà, vous voyez bien, la science est utile pour vous. Et à ce moment-là, il y a eu 2 mouvements qui ont été pris, en tout cas à la Commission européenne, un mouvement j'appelle ça le governance turn, où on a créé des agences, on a indépendantisé l'expertise scientifique pour faire du sound-based policy. Donc, c'est bienvenu, mais évidemment, il y a aussi moyen de pousser ça trop loin. Si par sound-based, on entend que la connaissance conduit à l'action juste, évidemment, dans le cas de la dioxine, de la vache folle, etc., il y a vraiment des choses à savoir et qui font qu'il y a des décisions publiques qui doivent être prises. Mais passer de là à savoir penser que les scientifiques vont être capables de fixer des objectifs dans tous les domaines, évidemment, c'est un excès dans lequel il ne faut pas tomber. Mais cette phase-là, amiante, vache folle, sang contaminé, poulet à la dioxine, et puis changement climatique, renfloue le mythe un peu de l'omniscience-omnipotence et fait jouer à la science un rôle de phare dans le brouillard, avec l'idée que plus les phares seront puissants, plus le brouillard va se dissiper. Et l'inconnu du futur est perçu comme une énigme qui serait soluble dans une extension à l'infini de l'effort scientifique, comme si le futur était à digérer par la science. Alors les scientifiques, bien sûr, ont toute leur place dans la société, mais je pense que d'argumenter l'utilité de la science pour la société dans ces termes-là n'est pas la meilleure façon de faire, parce qu'elle tue la politique, en fait, et qu'elle tue le plaisir de la pluralité. Et certains scientifiques, parfois, pensent qu'ils feraient mieux que les politiques. Or, il faut bien dire aussi que, même si les politiques peuvent sûrement, sans doute, mieux faire, mais rien dans le passé ne justifie cette prétention de certains scientifiques que tout va mal parce que les politiques ne savent pas ou voient à trop court terme. On reviendra sur l'histoire de long terme et de court terme. Donc je pense que d'avoir le respect mutuel pour ces 2 activités humaines que sont la politique et la science, de les respecter pour ce qu'elles sont sans vouloir les réduire l'une à l'autre. La question des silos et de la fragmentation maintenant. Interdisciplinarité. Oui, mais la promesse d'une connaissance holistique, non. Je pense que par exemple l'intégration, on a souvent dit que le développement durable était dû au manque d'intégration des 3 piliers. C'est bizarre de dire qu'il y a un manque d'intégration, parce que moi je crois qu'il se passe toujours quelque chose. L'intégration, elle a lieu. L'intégration entre les 3 piliers environnementaux, socio-économiques, elle a eu lieu. Sauf que c'était au détriment de l'environnement. Avec le welfare state, on a trouvé une façon d'intégrer assez bien l'économique et le social, et puis en tout cas sous nos contrées, mais c'est au détriment du pilier environnemental. Si maintenant on développe plus les approches marché pour donner une valeur à l'environnement, on va peut-être faire aller plus de pair l'environnement et l'économie, peut-être au détriment du social, puisque ça va exclure des gens qui ne pourraient pas payer le prix, la valeur qu'on accorderait à des ressources dont on voudrait qu'elles soient plus chères, par exemple. Donc, ce n'est pas qu'il y a un manque d'intégration. L'intégration n'est pas une question d'action ou de contrôle. Elle se passe, l'intégration, et on peut juste la changer, faire basculer les dominances. On doit passer d'un mode d'intégration à un autre mode d'intégration. Toute connaissance est partielle. Il n'y a pas d'intégration incontestable et absolue ou parfaite.
Et quand on fait le diagnostic d'un manque d'intégration, j'ai un problème parce qu'il est toujours situé, ce diagnostic. Il n'est jamais falsifiable. Et il est en fait très intéressé souvent. Parce que les gens qui disent que c'est parce qu'il y a un manque d'intégration, c'est parce qu'ils voudraient être eux les intégrateurs. Mais dès qu'ils seraient en charge de cette intégration, eh bien, ils vont, comme tout le monde, recréer des organisations. Donc il y aura un organigramme, il y aura des directions. Dans un budget, il y aura des lignes budgétaires. On n'a jamais vu que les choses restaient comme ça, une grosse masse indéterminée. Il faut nécessairement créer des catégories, pour ne pas appeler ça des silos. Donc le développement durable, eh bien, doit s'accommoder du fait que il faut s'organiser et bien gérer les contacts entre les composantes, mais ne pas rêver d'une absence de fragmentation. C'est-à-dire faire un jeu positif de la fragmentation. Et là, par exemple, le rapport entre physique et biologie, vie et différenciation, la vie est dans la différenciation, et je pense que cette vision du développement durable qui devrait surmonter les problèmes de séparation, considérer la différenciation comme un déficit, c'est se mettre en porte-à-faux par rapport à la vie nécessairement. Donc, articuler le discours d'égalité et d'homogénéité, tout en évitant l'égalitarisme qui tue la pluralité. Mécanisme identitaire et rapport à l'autre, là on est dans intégration et diversité. Bon, intégration et diversité, ce sont deux mots qu'on entend beaucoup quand on est dans le monde du développement durable. Il faut intégrer les piliers, on vient d'en parler, il faut respecter la diversité biologique, mais j'aime bien Elinor Ostrom quand elle dit qu'il n'y a pas que la diversité biologique qu'il faut respecter, et pourquoi pas la diversité institutionnelle. À l'Union européenne, on est doué pour ça, de créer la... Et donc respecter les formes de diversité. Mais, donc intégration et diversité ont l'air coexistent dans cette rhétorique du développement durable, mais si on regarde de plus près, pour qu'ils soient compatibles, en fait, il faut avoir un rapport, un mécanisme identitaire et un rapport à l'autre qui soit d'une certaine nature. Parce que si on a un mécanisme identitaire basé sur le côté exclusif, c'est-à-dire se rassurer sur son identité en étant méprisant vis-à-vis de ce qui n'est pas soi. Je parle là d'une nationalité ou d'une discipline scientifique. Hein, on est fier d'être dans une discipline parce qu'on est mieux que les autres, etc. Il est évident que si le mécanisme identitaire est basé sur cette exclusivité et cette fierté qui se base sur le complexe de supériorité, elle n'est pas apte à créer un rapport avec l'autre qui va permettre l'intégration dans le respect de la diversité. Ça peut éventuellement créer une intégration de force où les plus forts avalent les autres, c'est une forme d'intégration effectivement, mais alors c'est la diversité qu'on va perdre. Si on veut avoir en même temps l'intégration et la diversité, il faut qu'on entre dans un mécanisme identitaire qui soit basé sur la confiance en soi et qu'on évite cette définition identitaire basée sur un complexe de supériorité et que le rapport à l'autre soit plus fait d'émerveillement et de respect que de peur. Donc, c'est là où le développement durable est intéressant, parce qu'il appelle à la fois la notion d'intégration et la notion de diversité, et donc conduit nécessairement, si j'ose dire, à pratiquer un mécanisme identitaire et un rapport à l'autre qui soit basé sur la confiance en soi et sur l'émerveillement de l'autre. Et ces vues, je trouve, sont prémonitoires par rapport au débat actuel sur la souveraineté, l'interdépendance et la globalisation. Et là, je reviens sur Arendt, où elle dit « Dans des conditions humaines qui sont déterminées par le fait que des hommes, et non l'homme avec un grand H, on a déjà parlé de l'importance de la pluralité pour elle, vivent sur la Terre, la liberté et la souveraineté sont si peu identiques qu'elles ne peuvent même pas exister simultanément. Si les hommes veulent être libres, c'est précisément à la souveraineté qu'ils doivent renoncer. » Donc là, on est vraiment dans, je pense, le type de mécanismes identitaires et de rapport à l'autre qui sont nécessaires dans un contexte de développement durable. Court terme et long terme, je suis presque à la fin. Alors on sait, les scientifiques travaillent sur une échelle de temps, on dirait presque infinie, qui va du très très long terme en géologie, on parle en millions d'années, au quasi instantané, en physique, on est à la fin de seconde ou même plus. Et par rapport à cette échelle de temps infinie, l'échelle de temps pertinente pour l'action humaine est évidemment petite. De la législature ou du prochain sondage même, jusqu'au siècle, mettons. Est-ce que pour autant ça fait des hommes politiques des nains par rapport aux géologues qui manipulent les perspectives de millions ou de milliards d'années? Je pense que le hiatus entre temps politique et temps physique, j'ai touché au micro,
est souvent exprimée qu'un mélange de reproches. J'ai entendu assez souvent des scientifiques reprocher aux politiques de devoir s'occuper du temps humain, du temps court. Or, le long terme n'est qu'une succession de court terme. Ou autrement dit, il n'y a pas d'autre accès au long terme que de passer par le court terme, l'un après l'autre. Et donc, loin de moi l'idée de ne pas respecter les générations futures, mais justement, je n'ai pas envie de me cacher derrière elles ou de les envoyer dans une espèce d'orbite, une invocation de ces générations futures en termes d'absolu. Je pense que les respecter, c'est avoir conscience de notre condition humaine et du fait que le long terme est dans la succession de court terme, et faire notre boulot de notre génération en ramenant la question du sens au présent. Parce que finalement, quand est-ce qu'on évoque les générations futures de façon abstraite? C'est quand on ne parvient pas à poser les questions qui se présentent à nous au présent. L'exemple des 4x4, par exemple, franchement, génération future ou pas, pour moi, ça n'a aucun sens de rouler en ville en 4x4. Est-ce qu'il faut vraiment invoquer les générations futures pour dire que ça n'a pas de sens? Est-ce qu'on ne peut pas discuter du sens de notre mode de développement sans avoir l'apocalypse en épée de Damoclès? Donc, il s'agit de sortir du renversement entre fin et moyen et de se reconnecter avec le plaisir de la pluralité et le sens de l'action humaine dans un temps humain. Redonner du sens à notre être ensemble en transcendant les compétitions identitaires qui en tiennent lieu, rapport à soi, rapport à l'autre. Si la politique n'est pas affaire de connaissance, de quoi est-elle donc faite? Pour Arendt, la faculté politique par excellence est le jugement. Et la pensée dans ces rares moments où les cartes sont sur la table, comme elle a dit. Alors, Jonas, un petit extrait pour montrer la différence entre la perception de Jonas, son attente de la politique, et la façon dont Arendt répond. Ça, c'est un dialogue donc, entre Jonas et Arendt, où Jonas dit « Il est indéniable que le désir de partager le monde avec d'autres hommes est le fondement de tout notre être et de toutes nos actions. Nous voulons cependant partager un certain monde avec certains hommes. » On voit là déjà le fait qu'il ne part pas de la pluralité comme elle est, mais qu'il voudrait la façonner. « Et si la tâche de la politique, dit-il, consiste à transformer le monde en une demeure convenable à l'homme, comme s'il ne l'était pas depuis le départ, alors se pose la question, dit toujours Jonas, qu'est-ce qu'une demeure convenable à l'homme? Espèce de question préjudicielle à laquelle il faudrait répondre avant de faire une bonne politique. On ne saurait trancher cette question, poursuit-il, que si nous développons l'idée de ce qu'est l'homme ou de ce qu'il devrait être. Expression vraiment lumineuse de cette approche de la philosophie politique, de partir de l'image de ce qu'est l'homme pour bien penser la société. C'est particulièrement vrai lorsque nous avons à décider à quoi devra ressembler le monde futur. Arendt répond. Maintenant, si notre avenir dépendait de ce que vous venez de dire, à savoir que nous pourrons parvenir à un principe ultime, je serais très pessimiste. Si tel est le cas, alors nous sommes perdus. Pour Arendt, c'est un fait que notre époque est marquée par la disparition des principes ultimes. Ceci étant, la question est donc pas comment sortir de là ou recréer, mais plutôt que faire en leur absence. Et à cela, elle répond, si vous voulez généraliser, vous pouvez dire que ceux qui croyaient encore fermement à ce qu'on appelle les valeurs anciennes étaient davantage disposés à échanger leurs valeurs anciennes contre un nouvel ordre axiologique, à condition qu'on leur en ait donné un. Et en fait, c'est ça. Elle dit qu'il faut apprendre à se tenir sans valeur absolue. Parce que si on tient absolument à avoir des valeurs absolues, on change très vite d'un type d'une valeur pour une autre. Ce n'est pas qu'il y a des bonnes valeurs et des mauvaises, c'est que le désir d'absolu, c'est ça qui est dangereux et qu'il faut donc le tenir à distance. Je crains cela parce que je crois qu'au moment, elle continue, oui, au moment où vous donnez à quelqu'un un nouvel ordre axiologique, ou ce fameux garde-fou, ce dernier peut immédiatement être échangé contre un autre. En effet, la seule chose à laquelle le type s'habitue, écrit-elle, c'est d'avoir un garde-fou, un ordre axiologique, quel qu'il soit. Je ne crois pas que nous puissions stabiliser d'une manière définitive la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis le XVIIe siècle. Voilà, il n'y a pas de garde-fou aujourd'hui, ça je crois que c'est une évidence. Le problème, c'est qu'en chercher ne risque que de précipiter ce que nous cherchons à éviter, en fait. Et donc, il faut un certain lâcher-prise, une confiance première, que je distinguerais radicalement d'une foi en Dieu, mais ça c'est tout à fait personnel. Cette confiance première est en ligne avec la transcendance de l'origine dont j'ai parlé plus haut, son éloge de commencement.
Et elle va de pair avec l'idée qu'on est englobé dans un monde indifférent, d'une certaine façon, indifférent dans le bon sens du terme, ni vengeur, ni providentiel. Et le besoin de certitude est terriblement ancré, notamment par ce que j'appellerais l'effet de bascule. Il se manifeste, ce besoin de certitude, par une façon de ridiculiser l'entre-deux en écrasant avec l'exact opposé. On va me dire « Ah, tu n'es pas pour le catastrophisme, c'est qu'alors tu t'en fous de tout. » Eh bien non, pas nécessairement. Et quand quand on lui demande pourquoi elle est optimiste, après les cataclysmes politiques du XXe siècle, elle répond approximativement ceci. La plupart des gens s'inclinent devant la terreur, mais certains ne s'inclinent pas. La solution finale a été mise en œuvre dans certains pays, mais cela n'est pas arrivé partout. Et humainement parlant, il n'en faut pas plus, et l'on ne peut raisonnablement demander plus pour que cette planète reste habitable. Alors, l'expression développement durable. En fait, Brundtland, en proposant cette expression, a permis une expression qui avait du sens pour l'ensemble de la planète, les pays développés et les pays en voie de développement. Mais, avec le mot développement, ça donne l'impression, on l'entend cette expression différemment selon qu'on est un pays développé ou un pays en voie de développement. Si on est un pays développé, c'est comme si on avait déjà passé la ligne d'arrivée de la course. On est développé, c'est un participe passé. Et donc on est dans un espèce de tour d'honneur. Et donc nous n'entendons que le mot durable. Tandis que les pays en voie de développement, bien sûr, sont encore en train de courir vers la ligne, et eux, ils entendent développement. Si on ramène la question du sens au présent, et qu'on se demande, et les pays en voie de développement, et nous, ce que veut dire développement durable, les deux mots, pour eux et pour nous. Je pense qu'à ce moment-là, on ramène la question du sens au présent pour nous. Donc c'est vraiment important de retomber, de se recentrer sur une certaine immanence et de se demander qu'est-ce que ça veut dire ici, à Paris, en 2011, le développement durable pour nos sociétés. D'une certaine façon, ça passe peut-être par revisiter cette tripartition travail, œuvre, action avec laquelle on a commencé. Comment cerner et définir aujourd'hui ce qui relève de l'espace privé? Quel est l'équivalent de l'objet arendtien dans ce monde technique et globalisé, où la technologie fait système et est tellement imbriquée dans la nature qu'elle ne peut plus être considérée comme un objet? Et enfin, quel est le champ de l'action? Qu'est-ce qui relève de l'expérience immanente de la pluralité et de la liberté dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui? Et dans cette réflexion, les philosophes devraient appliquer l'étonnement et l'émerveillement, au-delà du fait du simple émerveillement que le monde soit. On sait qu'on dit toujours que la philosophie naît de l'étonnement du fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien, l'étonnement devant le monde. Arendt, dans un texte que j'ai lu en anglais, et je ne l'avais jamais lu en français, je ne sais pas s'il est traduit, mais elle invite à étendre son étonnement au fait que la pluralité soit, au fait de la pluralité, pas rien qu'à l'existence du monde. Dans ce monde globalisé, faisons porter notre étonnement et notre émerveillement sur la pluralité des nations, des cultures et sur l'amour du monde. Une traduction française un peu sauvage de ce dernier paragraphe, elle dit « Si les philosophes devaient un jour réellement concevoir une philosophie politique, ils devraient faire de la pluralité humaine, de laquelle jaillit toute l'étendue des affaires humaines dans leur grandeur et dans leur petitesse, l'objet de leur étonnement. Ils devraient s'émerveiller, non pas que Dieu ait créé l'homme avec un grand H, mais qu'homme et femme, il les créa. Ils devraient accepter comme quelque chose de beaucoup plus qu'une simple résignation à la faiblesse humaine, le fait qu'il ne soit pas bon pour l'homme d'être seul. Donc s'émerveiller devant le fait que la pluralité soit. On est loin de Sartre, l'enfer c'est les autres, évidemment. Je suggère de ne pas attendre que les philosophes en arrivent là, mais bien de commencer tout de suite à reconnaître qu'il est effectivement étonnant et merveilleux que la pluralité soit. Voilà.